Je voudrais simplement quand même commencer par dire que ce sujet est absolument fascinant. Je dois dire que avant de venir, j'étais persuadé que c'était un sujet important, mais aujourd'hui, maintenant, à 17h16, je dois dire que je suis plus que comblé. Parce qu'on a fait un voyage dans le temps qui est absolument inouï. Avec en même temps, je trouve, une composante que je n'avais pas imaginée, qui est finalement la générosité de cette action. Finalement, je crois que les dernières interventions sur ces challenges qui permettent de faire progresser la connaissance, avec un retour finalement quand même minimal par rapport au temps d'investissement, montrent qu'on peut être confiant quand même dans le fait que les gens y croient que travailler, chercher, pour le seul plaisir de chercher, de trouver et d'être en compétition, car la recherche est une compétition, moi je trouve que c'est extrêmement encourageant. Donc je donne tout de suite la conclusion avec laquelle moi je pars dans mon cœur. Je trouve que c'est encourageant. Voilà, maintenant, ayant dit ça, je vous propose... Moi, je vais donner la mienne. Vas-y, Pascal, bien sûr. Moi aussi, j'étais très, très, très intéressée par tout ce que tu as organisé, Alain Jacques, avec ton comité scientifique. C'était vraiment extrêmement varié et extrêmement enrichissant. Alors, ce qui m'a frappé, c'est évidemment cette recherche participative, mais l'impact social et politique que ça peut avoir. Et ça m'a vraiment, dans la première session, j'ai trouvé que de dire que une recherche qui ferait participer autant de gens, peut-être au niveau des ministères, aurait un rôle. J'ai eu l'impression que plusieurs fois, vous êtes venus en nous disant ça, et c'est quelque chose qui ne m'était pas apparu de façon évidente. Et puis une autre chose aussi, c'est que, d'abord, c'est un peu des recherches qui recrutent des gens extrêmement jeunes. Et quand on arrive à des choses très ludiques, comme ce qui a été présenté là tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. J'aimerais bien en savoir plus d'ailleurs, mais bon, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont peut-être envie de faire part aussi de ce qu'ils ont entendu. Donc voilà, moi c'était spontanément un tout petit peu ce que j'avais envie de dire. Donc peut-être qu'on pourrait structurer en disant, est-ce que vous avez des commentaires sur la première session, et puis la deuxième et la troisième, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de reposer des questions? On a tous un peu l'esprit d'escalier. Olivier Perronneau. Moi, je voudrais poser le problème de cette recherche participative donc, et de la publication des résultats. C'est-à-dire que je compare par exemple avec la musique. La musique, il y a eu des créativités, des créations de musique avant la diffusion de la musique. Actuellement, de nos jours, la musique est beaucoup plus facile à diffuser. Et puis là, on semble rentrer dans une ère où il y en a tellement que finalement, on ne peut plus la diffuser. Et là, c'est la même chose. Si les recherches participatives se font dans des garages, elles ne pourront pas être publiées. Et quel est l'effet? Est-ce qu'il faut faire un effort là-dessus ou est-ce que ça va être automatique? Qui souhaite répondre? Alain Jacques. Non, c'est juste pour compléter en négatif ce que vient de dire Olivier. Moi, ce que je crains aussi, c'est l'hyperdiffusion. C'est-à-dire comment on peut contrôler que la diffusion... Il y a beaucoup de choses qui se diffusent sur le web qui sont mauvaises, qui sont sans qualité, qui sont fausses, etc. Y compris avec les habits de la science. Et donc, ce n'est pas une réponse à la question, c'est la question sœur de ta question. C'est comment aussi on peut mettre en place, est-ce que c'est possible, un système qui permet, de faciliter la diffusion des choses intéressantes, ça c'est la réponse à Olivier Perronneau, et deux, à contrôler la diffusion de fausses recherches, etc. On me citait les recherches de parapsychologues qui ont un succès extraordinaire, où le professeur Chose a fait de la parapsychologie et a guéri la maladie Grand M. Donc comment on peut faire en sorte pour que le grand public sache faire le tri entre les bonnes choses créées par la générosité de jeunes chercheurs, de doctorants, etc., et puis les loufoqueries. C'est la question sœur. Mais est-ce que vous n'avez pas répondu en partie, je vous passe la parole, vous n'avez pas répondu en partie avec
la session que tu as organisée sur la recherche participative comme finalement vecteur d'apprentissage pour une méthodologie, pour un esprit critique, pour une méthode rigoureuse. C'est tout de même là, avec cette recherche participative, avec les différents moyens qui ont été exposés, c'est donner des outils à des très jeunes, des moins jeunes, de réflexion sur la manière dont s'établit la connaissance. Réellement, je pense que faire de la recherche, c'est autre chose que d'avoir, de façon passive, avoir à lire les résultats de la recherche. Si je peux encore dire un mot, et je ne parlerai plus après, parce que je ne veux pas occuper la discussion. C'est surtout dans la seconde session, qui était sur l'enseignement, qu'on aurait pu parler de ça et qu'on aurait voulu parler de ça, mais vous voyez que le programme était très très chargé et en fait il aurait fallu passer beaucoup plus de temps à la seconde session qui est l'enseignement. C'est-à-dire comment on va faire justement au moment de l'école pour enseigner ce genre de choses qui est l'esprit critique dans l'accès à l'information. C'est ce que j'avais appelé la formation à la recherche des élèves, pas par la recherche. Quand on apprend de la science en faisant descendre le camion virtuel ou physique de sa pente, on fait de la formation à la science par l'expérimentation, par la recherche. Mais là, c'est un autre problème. Si vous regardez le titre de la session, mais on n'avait pas le temps de mettre des exposés spécifiques dessus, c'est la formation à la recherche des futurs citoyens. Donc, il faut absolument que le futur citoyen soit préparé à faire le tri, justement, sache accéder à l'information, déjà. Sache choisir entre ce qui est une information validée et ce qui est une information pas validée. Parce que la démarche scientifique dont on a parlé ce matin, elle commence par la biblio, enfin par faire l'état de l'art, par savoir qu'est-ce qui a été fait. Et si on ne sait pas faire ça, et je crois qu'il faut l'apprendre à l'école, l'accès à l'information, on ne peut pas continuer. Et ensuite, quel est l'esprit critique qui va lui permettre de faire la différence entre les choses importantes dont parlait Olivier, qui sont peut-être pas très diffusées mais qui sont vraies, et les choses très diffusées qui sont fausses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sache apprendre au lycée aux élèves, puisqu'après ils vont partir et ça va peut-être être des citoyens qui vont faire de la recherche, qui vont regarder la science hors mur, espérons la bonne science. Monsieur. Oui, c'était une contribution à cette question, parce que c'est une des questions qu'on s'est posées beaucoup dans le cadre du programme de recherche qu'on a mené sur la recherche participative. C'est comment faire le tri. Et parmi les éléments de réponse qu'on a apportés, alors c'est pas des réponses complètes et définitives, bien sûr, mais il y avait la question de labelliser les équipes qui travaillaient dessus, donc de leur donner une visibilité, une reconnaissance en évaluant la qualité de l'attelage entre guillemets entre les équipes, les chercheurs institutionnels, académiques et les contributeurs citoyens, les associations, pour évaluer si ces équipes étaient, sur le projet donné, étaient en capacité de produire de la connaissance de qualité. Donc il y avait une qualification en amont qui donnait une reconnaissance qu'on avait quelque chose qui permettait d'aller dans le bon sens. Et l'autre élément, c'était le rôle d'une personne qu'on a appelée le tiers veilleur, qui est en fait une personne qui n'est pas dans les équipes, et qui fait le lien entre ces équipes, qui permet d'être quelqu'un à la fois extérieur et au sein de l'équipe. Il ne contribue pas au projet en tant que tel, mais il est là pour assurer la liaison et pour tirer vers le haut l'ensemble. C'est-à-dire pour pas que ce soit que de la recherche académique et qu'on oublie le côté citoyen, mais pour pas que ce soit non plus que du côté le militant, éviter l'écueil militant qu'on pourrait avoir, et conserver tout au long du projet une continuité sur les aspects scientifiques. Voilà. François Tadei. Merci, je pense que c'est des questions qui sont absolument essentielles, mais ce n'est pas réservé uniquement à la science hors les murs. Les problèmes de qualité de la science qui ont lieu dans les murs se posent aussi régulièrement, on en a tous conscience évidemment, ici en particulier. Donc il y a des institutions qui sont très vénérables, et l'Académie en fait évidemment partie, donc on pourrait dire voilà, que ce qui est labellisé par l'Académie mérite d'être discuté, mais on est dans une société où il y a tellement de choses que les académiciens n'auraient pas suffisamment de temps pour vérifier tout ce qui est fait par les autres. Donc c'est compliqué, savoir qui doit
doit labelliser. Je pense que les labels, c'est une bonne idée, mais même la question de qui pose les labels ne fait que quelque part renvoyer le problème. Donc il faut être capable d'inventer des process qui idéalement peuvent être collectifs et distribués et qui néanmoins ont cette qualité. Donc c'est ce qu'on fait dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand on est passé des académies à une science qui était déjà distribuée dans d'autres lieux, il y avait déjà un certain nombre de process qu'on a inventés avec la revue par les pairs et tout un tas de choses qui se sont mises en œuvre dans les siècles précédents. Qu'est-ce qu'on est capable d'inventer au XXIe siècle qui s'inspire de choses qui idéalement doivent être distribuées? Donc, ce qui fait autorité scientifiquement, c'est pas simplement celui qui parle le plus fort ou celui qui a le plus de likes sur Facebook. C'est évidemment plus compliqué que ça. Pour Michel Serres, ce qui fait autorité, c'est ce qui fait grandir. Donc ça nous ramène avec la question d'éducation qui est par bien des côtés très intéressante parce qu'on peut grandir à tous les âges, j'ajouterais par rapport à ça. Mais je pense qu'on a besoin de recherche. C'est intéressant que le ministère ait déjà porté ce genre de recherche, mais on a besoin fondamentalement de recherche sur les nouvelles manières de faire de la recherche, les nouvelles manières de labelliser, les nouvelles manières d'évaluer. Mais peut-être que parmi les petites pistes sur lesquelles on pourrait éventuellement essayer de travailler à l'avenir, on peut essayer d'imaginer des choses qui sont... par exemple, des fois je parle de triple A. Le triple A dans le monde de la finance, vous voyez à peu près ce que c'est. Un triple A dans le monde de la connaissance, qu'est-ce que ça pourrait être? Si vous avez une ressource qui est très partagée par des enfants ou des élèves, ça vous dit quelque chose, mais ça ne vous dit rien sur la qualité scientifique. Si vous avez des choses qui sont très partagées par des enseignants, ça vous dit quelque chose sur les vertus pédagogiques, mais ça vous dit encore une fois rien sur les vertus scientifiques. Si vous avez quelque chose qui est labellisé par au moins quelques scientifiques de qualité, et la notion de scientifique de qualité étant elle-même à discuter, parce qu'on peut être un scientifique de qualité dans un domaine et pas forcément dans un autre, donc c'est évidemment compliqué, mais on peut éventuellement essayer de calculer des distances entre le domaine pour lequel vous êtes reconnu et le domaine sur lequel vous vous exprimez, ce qui est une des manières d'essayer de le faire. Et à ce moment-là, si on a typiquement une revue, une ressource sur le climat ou une recherche participative sur le climat, on peut s'interroger sur sa qualité et si elle a ce triple A, c'est-à-dire qu'elle plaît aux enfants, qu'elle plaît aux enseignants et qu'elle plaît aux spécialistes du climat, alors a priori, ce serait bien que quand on arrive sur cette page, on le sache. On sache que cette-ci, et même dans le moteur de recherche préféré de chacun, on puisse tomber uniquement sur les contenus AAA. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que... donc on voit on pourrait imaginer des écosystèmes de connaissances dans lesquels les contenus qui correspondent le mieux à des besoins et qui sont les plus pertinents d'un point de vue scientifique et éducatif soient mis en avant et pas ceux qui sont les mieux rankés par Google avec tout un tas de biais qui existent aujourd'hui. Merci. Moi, je me suis posé une question de savoir si quelqu'un avait dans sa tête un projet qui ferait appel de façon tout à fait nouvelle pour lui d'impliquer une recherche participative. Est-ce que ce type de projet serait accepté, par exemple, par des institutions comme l'ANR ou l'ERC, etc. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont ce genre d'expérience ? D'avoir un projet qui vraiment... Par exemple, vous qui avez fait un jeu, là, au départ, vous avez dû avoir des projets qui ont été soumis pour avoir un peu de crédit. Ou alors, est-ce que c'était seulement du sponsoring par des gens qui voulaient vous aider ? Non, c'est éventuellement, en fait, c'était une idée et 2 étudiants motivés qui ont fait ça durant l'été. Donc, c'était... on a fait un petit projet, on s'amusait, ils ont bien travaillé. Après, effectivement, pour maintenir tout ça, on a fait, c'est principalement Genome Canada et CIHR qui ont permis de continuer le projet, de l'étendre, d'avoir des travaux plus expérimentaux. Mais j'aurais voulu passer plus de temps à parler en fait des gens qui ont fait ça tout à la fin sur le acknowledgement, mais c'est vraiment, ce qui m'a beaucoup plu en fait par ce projet-là, c'est l'investissement des étudiants. Ils pouvaient faire un jeu, quelque chose qui leur procure un plaisir. C'est pas l'impression de travailler, parce qu'au final, on fait un jeu, ça procure du bonheur, et ça nous donne un reward. D'accord. Mais je sais pas. Mais en France, est-ce qu'il y a des gens qui ont ce genre d'expérience ? Vous ? Excusez-moi encore d'intervenir, mais j'ai participé au CPP de l'ANR sur l'aspect sciences humaines et sociales, et on a fait inscrire comme possibilité
transversale à tous les thèmes des SHS, que la recherche participative soit une modalité de recherche qui permette d'être financée. Donc on a, alors que dans le CPP, dans les appels précédents, c'était une modalité de recherche. Donc on a modifié déjà cet aspect en disant que la recherche participative, c'est une modalité de recherche, c'est pas un sujet de recherche. Donc c'est ce qui ne veut pas dire pour autant que tout de suite ça va permettre d'être financé, parce que les critères ANR par rapport aux équipes de recherche participative, il y a souvent des années-lumière par rapport à ces évaluations. Et par ailleurs, là, on travaille sur un financement spécifique par des opérateurs de l'État, comme l'ADEME, de projets de ce type-là. Philippe Raveau, merci. Et ensuite, on vous donne la parole. Ou l'inverse. Enfin, moi, je peux témoigner effectivement au Muséum à propos de Viginature. Donc là, c'est le ministère de l'écologie qui a commencé en fait à nous financer. Et le CNRS est venu quand même nettement après. Effectivement, il y a eu un décalage, disons, au moins d'une dizaine d'années avant qu'on obtienne des financements. Et voilà. Oui, moi, dans mon expérience, la grande difficulté, c'est qu'il n'y a jamais la bonne case. Ce n'est ni un projet de recherche au sens classique du terme, ni une infrastructure de recherche au sens classique du terme. C'est quelque chose entre les deux. Et donc, il y a une incapacité totale à trouver des financements dans ce domaine. Donc, et par contre, une fois que la communauté est construite, une fois qu'on a fait des papiers, une fois qu'on a montré qu'on avait déjà beaucoup de choses, brutalement, on a un afflux de gens qui viennent nous voir en disant « mais pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt ? On serait prêt à vous financer, etc. etc. » Mais ça, c'est l'esprit pionnier. Hein. Il faut le garder parce que sinon, on n'y arrive jamais. Alors, on est bien obligé de se lancer. Et on est quand même dans un pays où on peut arriver à avoir de l'argent, alors que aux États-Unis, c'est quand même quelquefois très difficile d'avoir un financement si on n'a pas déjà des données qui montrent que, pratiquement, on a déjà fait 90% du projet. Mais je comprends très bien. Et le fait d'avoir une discipline, enfin finalement, un domaine, un champ qui est à la marge et aux frontières, c'est quand même une situation un peu difficile, ça c'est clair. Alain Jacques. Oui, enfin, sauf qu'aux États-Unis, le NSF a fondé des choses comme ça. Et DARPA, évidemment. D'ailleurs, il y avait quelques exemples qui étaient donnés, la voiture autonome, etc. DARPA a beaucoup financé ce genre de recherche, mais ils ont beaucoup d'argent, évidemment. Oui. Pour les financements, je sais qu'en Grande-Bretagne, il y a le Genome Cancer a eu des sources de financement là-dessus. Et en Autriche aussi, il existe l'OEAD, il me semble, je ne sais plus très bien. Enfin, c'est vraiment dédié au citizen science. Ils ont des funding pour ça. Ce n'est pas des enveloppes énormes, mais ils ont vraiment un organisme qui s'occupe de ça et de supporter les initiatives. Ils font de très beaux projets dans le pays, en fait. Et ça s'encode, si je puis dire, dans la génomique du cancer Roots, qui est quand même... Pas en Autriche. En Autriche, c'est vraiment en général. Ils essaient aussi d'avoir impliqué les lycéens et la recherche. C'est très, très vaste. Puisque vous avez le micro, est-ce que vous pouvez le donner à votre voisin? Parce que je voudrais vous agresser quand même. Parce que je pense qu'il n'y a pas eu de question finalement sur le do it yourself. Ça m'a étonné parce que quand même c'est extrêmement provocateur. Je veux dire, c'est même peut-être un peu angélique de penser que vous allez contrôler les gens qui fabriquent des choses incroyables, et vous allez même leur donner des moyens, à condition que très gentiment, ils vous donnent leurs coordonnées, les résultats. Vous pensez sincèrement que ça va marcher? Vous ne craignez pas des dérives? Vous ne craignez pas la synthèse du virus de la variole ou d'autres dangers de ce type? Bon, je ne suis pas sûr, mais à ce moment, la communauté de DIY Bio cherchait la validation à ce moment. Il y avait un sens, quelques années passées, de biohacker. We're going to do it ourselves. Screw the man. Excuse my language. Mais ça marche pas très bien. Et à ce moment, il y a une sensibilité que c'est nécessaire réussir la validation de les journaux scientifiques, l'académie, dans le grand sens. Donc, je pense que c'est possible. L'échange de données et des autres choses, ça marche.
un esprit de faire quelque chose, et la communauté a besoin les outils et le système et l'expertise. Donc, si je comprends ce que je sais, je me trompe peut-être, mais la stratégie qui est menée, c'est pas d'avoir l'espoir qu'on va traquer comme ça toutes les personnes qui font de la do-it-yourself biology, mais c'est qu'on va avoir un tri, qu'on va déjà identifier ceux qui font de la do-it-yourself biology pas dangereuse et avec un bon esprit, et que du coup, par contraste, on saura que quelqu'un qui n'est pas dans ce système est quelqu'un à risque. Et je crois qu'il y a des systèmes de surveillance aux États-Unis, en particulier, je crois que vous avez évoqué au FBI, qui vont être capables peut-être de faire la différence entre les utilisateurs de réactifs, par exemple, qui sont déclarés, et ceux qui ne le sont pas, et qui vont mettre tous leurs moyens sur ce qui est dans la zone grise. Je pense que c'est ça la stratégie, non? Ouais, je crois qu'il y a un kit, un biology kit for CRISPR, non? For CRISPR, you can buy a kit for CRISPR, so you can really play with your bacteria or your virus, and then to make some recombination with CRISPR, and with the advertisement of the birth of the babies in Hong Kong, you know, who could really stop anybody to play with CRISPR in humans? I mean, it's. Mais il faut que la biologie, c'est dur. Hein? D'accord. We know that. Donc, c'est pas facilement, c'est pas juste acheter un kit et faire quelque chose comme les kits de chimie pour les enfants ou comme ça. C'est un peu plus dur. Non, ça veut dire que peut-être dans quelques ans, 5 ans ou 10 ans, c'est plus facile, plus en plus facile. Donc, mais pour le moment, la biologie, c'est dur. Et une base de connaissances, c'est nécessaire. Moi, il y a une chose qui m'a frappée aussi, peut-être que les autres étaient au courant, mais c'est un peu ces réflexions négatives sur les MOOC. Alors, on connaît des gens qui sont en train d'en faire. On a presque envie de leur dire, mais peut-être qu'il ne faut pas en faire ou quoi. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression. François, tu ne veux pas commenter là-dessus? Tu peux répéter, s'il te plaît, ta question, Pascal? Tu n'as pas entendu la question? Non. Non, j'ai eu l'impression qu'on disait que les MOOC n'avaient pas le succès qu'on attendait il y a déjà 4-5 ans et qu'on est en train d'arriver. Hein? C'est sûr que ils ont beaucoup moins de. Enfin, il y a beaucoup de gens qui les suivent, qui s'inscrivent, qui peuvent être des milliers, voire des centaines de milliers, mais que le nombre de gens qui les finissent est faible en pourcentage par rapport à ça. Mais ça reste très grand par rapport au nombre de gens qu'on peut atteindre dans un cours classique. Donc il faut avoir conscience de ça. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, par rapport à l'intelligence collective, pour donner un exemple que j'ai trouvé saisissant, je ne sais pas si vous connaissez celui qui a fondé Udacity, mais il a créé des challenges, il s'est occupé de Google X, et donc c'est un des grands profs à Stanford qui aujourd'hui s'est dédié à ça, et il a créé la Google Car, par exemple. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le MOOC où on peut apprendre à devenir un ingénieur capable de programmer une voiture autonome, qui est un métier pour lequel il n'y a pas de formation classique, mais pour lequel il y a une forte demande des industriels et après tout un tas de discussions éthiques et techniques que vous pouvez imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que dans son MOOC, il a des milliers de gens, ce qui est très bien, ça prouve qu'il y a une vraie demande, mais il leur a donné des défis que ni les ingénieurs de Google, ni les étudiants de Stanford ou les chercheurs de son labo n'avaient été capables de résoudre. Et de manière intéressante, au sein du MOOC, il y a eu des débuts de solutions à un certain nombre de problèmes qui étaient insolubles jusque-là. Il les a pris, il les a uploadés dans sa voiture, et elle a réussi à faire des choses que les programmes précédents ne savaient pas faire.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les MOOC peuvent être une manière d'aller soit vers Moore, soit vers Mood, pour Massive Online Open Discovery. D'accord ? On peut aider ceux qui suivent le MOOC à arriver au niveau de compétence de l'état de l'art sur un sujet, en l'occurrence un sujet complexe et émergent, et les inviter à contribuer, à craquer au moins une partie du problème. Et ça, c'est une manière non seulement d'ouvrir ta salle de classe, mais en fait d'ouvrir ton labo. Et de même que tu prends du temps pour former tes étudiants quand ils arrivent en stage et éventuellement les amener jusqu'à un doctorat, lui, il a pris du temps via le MOOC pour former une partie de la communauté et faire en sorte que cette communauté l'aide à craquer des problèmes qu'il n'arrivait pas réussi à craquer avec ni les moyens de Stanford ni les moyens de Google. Oui, une question. J'ai une question concernant la rémunération, parce que j'ai travaillé il y a 10 ans dans le programme NEST, qui est un New Emerging Science and Technologies, qui consistait à donner de l'argent à des centres de recherche, c'est financé par l'Europe. Et l'idée, c'était un petit peu aussi le participatif, dans le sens où les projets, alors c'était très large comme type de projet, ça devait être pluridisciplinaire et avec plusieurs labos. Et je pense que derrière tout ça, il y avait l'idée qu'on voulait faire travailler les Européens ensemble, ce qui est parfois très difficile. Mais ce que j'ai vu au final, donc on avait distribué quelque chose comme 20 millions d'euros pour 14 projets, c'est que l'idée que j'en ai, c'est que ces gens-là, ça faisait vivre leur labo. Ils soumissionnaient à des programmes de recherche pour faire tourner leur labo. Et puis, bon, s'ils n'étaient pas pris, on en a pris à peu près 15%, ils allaient soumissionner dans une autre commission. Et le tout pour faire fonctionner leur laboratoire. Maintenant, si c'est un système qui est complètement gratuit, j'ai du mal à comprendre comment faire vivre les chercheurs. Oui, ça, n'ayant pas fait de recherche participative de ce type, je ne peux pas répondre à votre question. Peut-être quelqu'un a dans l'audience une idée de réponse. Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment un substitut. C'est juste une question d'améliorer l'efficacité, parce qu'il y a juste des tâches qu'on ne sait pas forcément bien faire par des machines et où des gens moins qualifiés peuvent participer. Et l'idée, c'est juste d'avoir... On ne va pas demander à un astronome de classer 10 millions d'images, alors que quelqu'un d'autre moins qualifié, ou qui n'a pas toute l'expertise qu'il a, pourrait le faire. On va l'utiliser là où c'est plus efficace. Donc c'est plus une question de mieux organiser les compétences, en fait. D'autres questions, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ce qui me semble important, c'est la qualité des résultats. C'est-à-dire avec la recherche participative, c'est-à-dire que vous publiez dans des revues auxquelles vous n'auriez pas accès si jamais vous n'aviez pas ces résultats-là. Donc à partir de là, enfin moi le modèle scientifico-économique, il est assez clair. C'est-à-dire que c'est une collaboration effectivement où tout le monde y gagne en fait. Et les chercheurs vraiment dire voilà, ont des carrières qu'ils n'auraient pas eues autrement. Ouais, juste un mot. Je pense que vous soulevez une très très bonne question. La question du partage du savoir, je pense qu'on en parle. Et effectivement, un savoir plus ouvert, mieux distribué, je pense que c'est quelque chose qui est sans doute nécessaire. Il y a la question du partage de la valeur. Et il n'est pas du tout évident que la juste part revienne à ceux qui, en partie, fournissent l'effort, qui sont les académiques. Quand on regarde les grands succès entrepreneuriaux dans le domaine du logiciel, il faut imaginer les quantités astronomiques de recherche fondamentale qu'il y a derrière tout cela. Le plus en amont sur des mathématiques théoriques dont les conséquences directes puis indirectes permettent de concevoir des logiciels. Et lorsque
le fruit de tout cela est en open source, ce dont je fais la promotion, eh bien, des entreprises peuvent le récupérer, et tant mieux, parce que ça crée aussi de la valeur, des externalités positives pour la société. Mais ce qui revient aux chercheurs est parfois très disproportionné et pas à leur avantage. Donc, en effet, je trouve que derrière tout ça, il y a la production du savoir qui est formidablement possible aujourd'hui et la façon dont la valeur est partagée qui n'est pas forcément équitable encore à ce jour. Puisque vous avez le micro, j'étais très, très intéressé par ce que vous faites en tant que médecin et voyant effectivement ce genre de progrès indiscutable que va représenter votre écho. Mais j'avais en même temps toute la question concernant tout le modèle économique que vous avez discuté, mais brièvement, parce que quand même, ayant pratiquement l'essentiel des données en open source, je ne peux pas imaginer que Medtronic, etc., que les grosses boîtes qui font du matériel électronique ne se précipitent. Ils ont déjà sans doute une recherche assez active sur ce sujet. Comment vous voyez, vous, sécuriser quand même ce que vous avez réalisé, pouvoir retourner sur investissement pour pouvoir améliorer encore l'écho numéro 2, etc., etc. Alors, plusieurs choses. D'abord, dans le domaine du logiciel, la valeur ajoutée à rendre propriétaire un logiciel est de plus en plus marginale. Et aujourd'hui, les modèles économiques sont dits récurrents, c'est-à-dire ce qu'on monétise, c'est davantage du service à partir des données plutôt que le logiciel lui-même. Donc ça, je pense que c'est à peu près acté. Sur la partie hardware, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on fait là aussi de l'open hardware. Mais on peut parfaitement compatibiliser une approche open hardware et aussi protéger la propriété intellectuelle. Alors c'est ce qu'on appelle des defensive patents, donc des brevets défensifs qui sont tout à fait compatibles, encore une fois, avec une logique ouverte. Et là, l'idée, c'est de pouvoir protéger le savoir-faire en disant, au fond, je me protège de la situation sur laquelle on pourrait m'empêcher, moi, d'utiliser le fruit de mes propres innovations, parce qu'il suffirait effectivement qu'une entreprise tierce récupère les codes, change un peu les plans et brevette et donc s'approprie la technologie, empêchant donc les concepteurs de l'utiliser. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc nous, pour qu'on opte, c'est donc une licence ouverte qui sera couverte par un brevet et qui permettra ensuite même ce qu'on appelle faire du far copyleft, c'est-à-dire c'est gratuit en termes hardware pour les usages académiques, pédagogiques et éventuellement payant pour les usages commerciaux. Ensuite, dans le domaine de la santé, on a une barrière un peu naturelle qui est la certification. C'est-à-dire que, supposons une entreprise maligne et qui récupérait l'ensemble des codes à disposition, de toutes les façons, elle doit reconcevoir l'ensemble du dispositif pour être conforme et donc pouvoir obtenir le marquage CE, etc. Donc, cette fenêtre de temps, c'est un an et demi, même avec une solution déjà toute faite. Donc ça, au fond, oriente le modèle économique de ce type d'entreprise, celle qui dérivera d'Ecopen, autour de first mover, c'est-à-dire avancer en permanence, se hisser à la frontière technologique en permanence et ne jamais être dans une sorte de recherche un peu ou d'eau stagnante où on ne ferait pas évoluer le dispositif. Donc ça, je pense que c'est plutôt favorable. Et plus globalement pour nous, le modèle pour lequel on opte, c'est un modèle donc associatif. Et l'association, donc alors ça c'est le modèle de Mozilla. Donc Mozilla est un peu particulier puisque c'est Mozilla Fondation qui détient 100% de Mozilla Entreprise. Et nous, notre affaire, c'est une association, Ecopen, qui va être partie prenante d'un consortium industriel et qui va détenir et contrôler le véhicule capitalistique. Et en revanche, il n'y aura pas d'enrichissement des individus, mais l'ensemble de ce qui sera produit en termes de richesse économique sera redistribué, enfin partagé, distribué à l'association qui elle-même utilisera ça pour faire vivre de la recherche académique, animer des laboratoires communautaires et voilà, avoir quelque chose d'assez équitable en termes de création de valeur, je pense. On comprend que vous ayez chiadé l'aspect réglementaire et vous avez 1000 fois raison. Ce n'est pas du tout négligeable, au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bien sûr. Ma modeste contribution, parce que moi je suis une citoyenne qui est juste aussi étudiante en sciences de l'éducation et je suis venue en
en curieuse et pour être une représentante d'un collectif d'habitants qui ont envie de voir la science comme une alliée, pour peut-être avoir aussi, en termes de valeurs, des clés de compréhension et de connaissance. Nous, c'est la problématique de l'eau et la qualité de l'eau. Donc, sur un territoire qui est régulièrement inondé, on a envie de s'emparer de la science participative. Donc, on essaye Moi, je suis venue en curieuse pour savoir comment les citoyens peuvent être aussi soutenus par des chercheurs. Voilà, et comment ça peut se faire dans l'autre sens aussi, pour être accompagnés, pour pouvoir... voilà, les habitants sont prêts à se mobiliser pour récolter des données, peut-être un 31 décembre, parce que c'est le bon moment pour aller mesurer la qualité de l'eau et pas forcément le jour où ça a été décidé. Enfin, je suis pas du tout aguerrie sur la question scientifique, mais j'essaye de m'éclairer. Et voilà, donc moi, ma question, c'est comment ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Comment on s'y prend pour être aidé, accompagné, et puis du coup là les habitants en termes de valeurs, c'est plutôt de donner de leur temps pour aider les scientifiques à nous donner des arguments pour pouvoir après construire avec les collectivités locales et être plus outillés, plus voilà. Donc, merci de votre question qui nous fait réellement revenir sur Terre. Vous voulez pas répondre parce que ça vous êtes... Alors, sur la qualité de l'air, il y a déjà un certain nombre d'expériences, effectivement, donc vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe dans ce domaine-là. Et là, sur la qualité de l'eau, je pense qu'il faut repérer les laboratoires qui travaillent dans le domaine et puis s'adresser à eux et puis voir, effectivement. Donc après, il faut qu'eux trouvent une question qui les intéresse, mais à mon avis, je pense que si jamais il y a des questions qui vous intéressent, ça m'étonnerait que ça n'intéresse pas non plus pas aussi les laboratoires. Donc il y a plein de possibilités. Vous faites déjà quelque chose ou pas? Oui, notamment, déjà à la base, on porte un projet de centre économique, culturel et scientifique autour de l'eau, et du coup, on a plutôt travaillé. Donc là, on a un nouveau coprésident qui est chercheur au CNRS et qui est venu dans notre projet parce que ça lui a parlé. Et lui, justement, il est très intéressé sur cette question de récolte de données. Alors lui, il a ses compétences pour essayer de collecter des données en open source, enfin essayer de mieux s'outiller. Donc voilà, moi c'est pas trop ma partie. Moi je suis dans le monde associatif, je sais faire du lien, donc j'ai appris le mot linker. Je suis peut-être linker, moi j'en sais rien. Faire du lien entre les habitants, le monde associatif. J'essaye de voir comment ça peut se rapprocher, comment on peut plus travailler ensemble. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a encore des choses à faire, et notamment je travaille sur un projet d'université populaire où c'est plus sur voilà, ce serait plus la façon de faire pour se faire rencontrer des disciplines, des mondes. Donc voilà, donc c'est dans l'air du temps. On essaye de faire. En rebondissant dessus, c'est des questions qu'on se pose énormément, c'est justement comment donner de la visibilité à ces communautés qui existent et qui n'ont pas de lien entre elles. Il y a plein de gens qui veulent faire des choses, il y a plein de chercheurs aussi qui veulent travailler avec des associations mais qui ne les connaissent pas, et comment on peut arriver à construire un écosystème autour de ces questions. Donc là, moi, je peux vous donner des noms de personnes. Dans le domaine de l'eau, j'ai pas mal travaillé dans le domaine de l'eau, donc ça, je pourrais vous aiguiller vers des laboratoires et des personnes à l'IRSTEA qui travaillent dessus. Mais fondamentalement, il manque quelque chose dans notre organisation institutionnelle aujourd'hui pour permettre à la fois de financer, la question était venue, mais aussi de structurer ces communautés qui attendent. Pour donner juste un petit exemple, là, il y a le programme de financement qui a été lancé avec l'ADEME en particulier. Ils ont lancé le programme de financement de recherche participative au tout début juillet, avec une remise des dossiers mi-septembre. Autrement dit, la pire des périodes pour lancer un appel à projet. Ils ont reçu 91 dossiers. 91 dossiers dont les 2 tiers étaient de très bons dossiers. Donc ça témoigne quand même d'une richesse de ce sujet, avec en particulier un grand nombre de dossiers portés par l'AgroParisTech et par l'INRA, parce qu'il y a une culture au sein de l'INRA et d'AgroParisTech de la recherche participative. Donc on voit que c'est des processus qui sont longs à se mettre en place, parce que c'est pas facile de travailler de façon participative avec des mondes qui ne se connaissent pas et qui ne parlent pas la même langue. Mais une fois que le processus est initié, on voit qu'il y a une qualité, il y a une régularité qui revient. Donc il y a aujourd'hui, je pense que la réelle question, c'est comment on change de dimension et comment on accompagne réellement ces projets. Merci. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. On va laisser la parole pour les derniers mots à Alain-Jacques Vallon, qui nous a permis de nous réunir, qu'on remercie encore vraiment très vivement. Merci.
Merci. Écoutez, ne craignez rien, je vais pas parler, vous parlez très, très vite. C'est très simple. Il y a deux missions prioritaires de l'Académie des sciences tout de même, c'est de veiller aux innovations, aux nouvelles découvertes, aux nouvelles façons de faire de la recherche. C'est une première mission. Et la seconde, c'est d'être toujours en contact avec le public. Pascal Cossard, notre secrétaire perpétuel, c'est une de ses idées fixes. Et c'est l'idée fixe de tout le monde à peu près. Alors donc, il était tout à fait naturel qu'on s'intéresse à ce sujet, qui est exactement la rencontre entre des innovations scientifiques et le public, pas forcément le public universitaire, mais justement le grand public. C'était naturel qu'on fasse ce meeting. On espérait beaucoup pouvoir travailler ensemble avec vous. Je crois que c'est ce qui s'est fait. Je voudrais juste remercier les conférenciers. Forcément, j'ai pas mal de kilométrage dans les meetings de toutes sortes. Et ça m'a beaucoup frappé à quel point les conférenciers ont, par exemple, respecté les temps de parole, ce qui fait que les choses se sont déroulées smoothly, agréablement, etc. Toutes les conférences, je crois, étaient passionnantes. C'est ce que j'ai vécu. Je crois que beaucoup ont eu la même impression. Je vous remercie beaucoup. C'est au contraire à moi de vous remercier.